Bon. Je vous remercie de m'accueillir à Marseille. Alors, effectivement, je suis psychiatre à Clermont-Ferrand. Je travaille dans un hôpital de jour à orientation de réhabilitation. On accueille une grande majorité de personnes qui souffrent de schizophrénie. Je suis aussi médecin au centre expert schizophrénie. Et à ce titre-là, effectivement, l'idée était de réfléchir sur ce qu'était une innovation en réhabilitation. Alors, mon propos, du coup, va faire un peu écho à ce qui vient d'être évoqué, puisque en devant travailler cette présentation et en m'interrogeant du coup sur ce que c'était qu'une innovation en réhabilitation, je me suis posé cette question et je me suis posé du coup la question, est-ce que les modèles de soutien à l'emploi, c'était de l'innovation et pourquoi ? Et pourquoi en France, on en était là ? Voilà, donc du coup, ça va peut-être permettre de répondre à certaines questions qui ont été aussi évoquées tout à l'heure. Donc du coup, je suis partie de l'idée de qu'est-ce que c'était que d'abord une innovation et qu'est-ce que c'était qu'une innovation en réhabilitation. Et est-ce que le soutien en emploi était une innovation ? Qu'est-ce qui faisait que c'était innovant en France ? Parce que comme on vous l'a présenté tout à l'heure, c'est un modèle qui existe depuis de nombreuses années. Et qu'est-ce qui fait qu'en France, on en est encore là ? Et comment réussir quand on le met en place et quand on souhaite le mettre en place ? Qu'est-ce qui fait que ça marche ? Et ensuite, qu'est-ce qui fait qu'on peut diffuser une innovation comme celle-là ? Alors, une innovation, j'ai mis en haut un post-it parce que c'est une innovation. Un post-it, ça peut paraître vieillot, mais en attendant, c'est un petit objet de tous les jours qui a été mis en place et créé par quelqu'un. Et innover, en fait, c'est vraiment un pari à chaque fois. Donc, de lancer effectivement des nouveaux produits. Alors, ça peut être les voitures, ça peut être de lancer des nouveaux services, de lancer des nouvelles sources en matière d'énergie, et puis aussi des nouveaux modes d'organisation. Avec des méthodes et des procédés. Et innover, ça part vraiment du principe d'intégrer le meilleur des connaissances dans un produit et d'aller plus loin grâce à ce produit dans la satisfaction des personnes. L'innovation, elle se différencie d'une invention, d'une découverte, dans le sens que dans une innovation, on est dans un processus, dans une réflexion qui permet d'avancer et d'apporter un service en plus, et on n'est pas dans une découverte unique, on est vraiment dans l'idée de quelque chose qui évolue, vis-à-vis duquel on se pose des questions, et c'est ça qui fait que probablement les innovations avancent et que certaines marchent et que certaines ne marchent pas. Alors il y a deux types d'innovations. Il y a des innovations qu'on appelle de rupture, c'est-à-dire qui tranchent totalement par rapport à ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire qu'on avait un outil et puis on estime que cet outil ne fonctionne pas et on effectivement avance vers autre chose. Ou des innovations qu'on appelle incrémentales, qui sont en fait, il n'y a pas de bouleversement des conditions d'usage, de l'état de la technique, mais on apporte une amélioration progressive, par exemple dans l'évolution des traitements. Alors en matière sociale, dans le domaine qui nous concerne, l'innovation, elle a pour objectif en fait d'opérer des changements dans les rapports sociaux, dans les institutions. Et puis effectivement, un des objectifs, ça peut être une action en faveur des personnes qui souffrent d'un handicap et particulièrement de troubles psychiques. Alors, une fois qu'on a défini ce que c'était qu'une innovation, on peut se poser la question, en quoi est-ce que le modèle de soutien à l'emploi est une innovation ? Puisque comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est quelque chose qui existe depuis les années 70. Alors comme je ne vais pas reprendre l'historique puisqu'elle vous a déjà été présentée, mais effectivement, ça fait maintenant plus de 40 années que c'est développé, que ça existe dans plein de pays, et par contre de façon un peu plus récente pour le handicap psychique. Alors, pour répondre à une des interrogations, moi j'ai repris un peu la littérature en me disant qu'est-ce qui fait que ça marche, c'est quoi les chiffres ? Et effectivement, comme le disait M. Lançon, il y a plein de revues très très bien qui effectivement décrivent la réussite de ce modèle. Alors une des dernières, c'est une étude qui vient de paraître là, dans le British Journal of Psychiatry, qui avait pour objectif de déterminer si ce modèle était efficace pour l'amélioration du taux en emploi, mais aussi du maintien en emploi par la suite. Et voilà, dans différents pays, mais surtout dans l'idée de différentes pathologies psychiques. Ce n'était pas que pour la maladie, pour la schizophrénie, avec des pays qui avaient des systèmes de soins et des systèmes de protection tout à fait différentes et des conditions économiques très variables. Alors, en fait, il y avait trois grands groupes. Il y avait en ce qui concernait les États-Unis et les pays nord-américains. Il y avait l'Europe. Il y avait ensuite l'Asie et l'Océanie. Alors, en termes de résultats, en termes de méthode, effectivement, c'était parti sur une méta-analyse avec une reprise de tous les essais contrôlés, randomisés, qui présentaient et qui évaluaient en langue anglaise le modèle IPS, alors dans les troubles bipolaires, dans la schizophrénie, dans la dépression à caractéristiques psychotiques.
Et on était parti au départ de 172 articles pour arriver à la fin à 19 études qui avaient une méthodologie un peu robuste. Donc en termes de résultats, on arrive déjà pour l'évaluation de la réussite de ce programme à des risques relatifs, quel que soit le lieu dans lequel il est implémenté, hein. Un risque relatif très intéressant qui est autour de 2,40, c'est-à-dire qu'en gros, pour que ce soit efficace, il faut que ce soit supérieur à 1. Et dans les modèles IPS, on est autour de 2,40 par rapport aux stratégies classiques, c'est-à-dire que ce sont des méthodes qui marchent plus, qui marchent mieux et qui effectivement permettent un meilleur accès à l'emploi pour les personnes qui souffrent de l'ensemble de ces troubles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'impact du modèle économique, de la région géographique ou du taux de chômage concernant ces personnes, concernant les résultats par rapport à ces modèles-là. Par contre, ce qui ressortait dans l'étude, c'est que IPS était plus efficace dans les zones de croissance du PIB, dans les zones les plus riches. Effectivement, ça marchait encore mieux. Et en ce qui concernait ensuite le maintien dans le temps par rapport aux autres méthodes, là aussi, alors sur différentes études qui allaient sur 1 an de suivi et sur des études qui allaient jusqu'à effectivement 24 mois de suivi, il était mis en évidence là aussi une efficacité à long terme des programmes IPS concernant l'accès et le maintien dans le temps en emploi des personnes qui souffraient de ces troubles. Alors, du coup, une fois qu'on a dit ça, pourquoi est-ce que ce serait innovant en France? Qu'est-ce qui fait que nous, voilà, il y aurait un caractère innovant en ce qui nous concernait? Alors, je me suis déjà dit au départ, c'est parce que notre système de soins à nous, il n'est pas le même. Alors, je me suis tiré une balle dans le pied parce qu'en final, dans les autres systèmes de cette étude, alors qu'ils sont tous différents du modèle français, ça marche très bien et chacun, malgré leurs différences, fait que ça fonctionne. Alors nous, on est dans un modèle un peu différent, mais maintenant les choses évoluent puisque la loi, effectivement, El Khomri l'a intégré. Mais en tout cas, au départ, c'était une vraie question. Est-ce que c'est notre système à nous de soins qui fait que ça ne fonctionne pas? La réponse étant non. Par contre, après, il y avait quand même une différence en ce qui concernait nos politiques d'emploi concernant les personnes qui souffraient de troubles psychiques et particulièrement de schizophrénie. Alors, j'ai repris dans la littérature, il y a plusieurs modes en fait, de politique d'emploi dans les pays en Europe. Alors, c'est catégorisé en 4 grands groupes. Et là, on se rend compte déjà que nous, en France, on est déjà dans une dynamique tout à fait différente par rapport à d'autres pays. Par exemple, pour comparer par rapport à la Suède et au Danemark, qui sont dans le modèle numéro 4, eux, il n'y a pas de loi qui impose l'intégration des personnes souffrant de handicap psychique dans le travail en milieu ordinaire, et même dans le travail en milieu protégé n'existe pas chez eux, puisque eux, effectivement, les personnes handicapées sont sous la responsabilité collective, et ce, dès le plus jeune âge. Il y a d'autres pays ensuite qui sont dans le type 3, comme le Royaume-Uni, où pour eux, il n'y a pas de discrimination à l'emploi pour les personnes qui souffrent de handicap, et il y a effectivement très peu de dispositifs de type accompagnement ou de type emploi protégé, et au contraire, ils ont beaucoup développé le soutien en emploi. Il y a ensuite les autres modèles, le type 2 et le type 1, en fait, qui correspondent à une loi qui oblige les employeurs du système privé ou du système public à accueillir des personnes souffrant de handicap avec des taux différents. Et si on s'intéresse au type 1 qui nous représente à nous, on arrive à des taux dans le public qui est autour de 5% et dans le privé qui est autour de 3%, alors que normalement, effectivement, on devrait être au-dessus de 6% pour toutes les entreprises qui ont plus de 20 salariés. Donc ça, c'est un des premiers aspects, c'est que notre système à nous de regard et de politique de l'emploi pour les personnes souffrant de handicap est bien différent. Il y a aussi une différence en ce qui concerne la France, concernant l'aspect de la représentation du handicap psychique. Alors, la loi de 2005 a apporté un autre regard dans lequel les associations telles que l'UNAFAM ont été très impliquées et très actives, et on ne peut que les en remercier, parce qu'effectivement, ça a permis de distinguer le handicap psychique des autres handicap, et en matière d'emploi, de rappeler que la priorité, c'était le maintien dans le cadre ordinaire du travail, qu'il ne devait pas y avoir de discrimination et qu'il devait y avoir un renforcement de l'obligation d'emploi dans les entreprises. L'autre aspect aussi qui fait que ça a un caractère innovant en France, c'est qu'on a un énorme retard dans l'évaluation de nos pratiques. Et effectivement, il existe peu de chiffres, voire très 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 peu de chiffres concernant les résultats offerts par les structures alternatives ou les structures classiques, on va dire, qui accompagnent normalement les personnes en emploi. On a aussi, en France, un retard concernant la recherche par rapport au travail.
il n'y a pas énormément de publications concernant effectivement l'aspect de où est-ce qu'on en est du travail des personnes souffrant de handicap psychique en milieu ordinaire ou en milieu protégé. Alors, on a fait un travail dans le service en se servant de la base des centres experts sur, on va dire, un travail déjà de recherche épidémiologique pour essayer d'évaluer le taux d'emploi et tous les facteurs sociodémographiques et caractéristiques cliniques étaient associés au statut professionnel des personnes souffrant de schizophrénie. Alors, on a inclus 380 personnes. Ça représente un échantillon d'une majorité d'hommes qui ont un âge moyen de 32 ans et qui ont un taux d'emploi qui tourne effectivement autour de 14%, ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, qui correspond à peu près à l'emploi des personnes souffrant de schizophrénie. Par contre, là où on a été surpris, c'est que sur ces 14%, une grande majorité était en milieu ordinaire. Les actifs étaient significativement plus âgés que les non-actifs. Avoir un emploi était souvent associé au fait de vivre en couple, en famille ou en institution. Et ça reprenait les aspects que souvent ce soutien-là était excessivement important et favorisait l'aspect de maintien en emploi pour les personnes. Et en général, ils avaient un bon niveau social et un bon niveau éducatif et d'études par rapport aux personnes qui étaient sans emploi. En ce qui concernait par contre l'évolution et leurs troubles, il apparaissait, c'était le seul élément significatif en comparant les non-actifs et les actifs, que la durée d'évolution de la maladie était plus importante, paradoxalement, chez les actifs, probablement parce qu'en France, il y a souvent un long délai d'attente avant d'arriver en emploi et de ce fait, se poser la question de comment réduire ce délai d'attente. En ce qui concernait par contre les autres échelles, la clinique, hein, il apparaissait par contre que les gens qui avaient un score plus faible, ce qu'on appelait à la PAN, c'est l'échelle qui évalue en fait le fonctionnement, les symptômes et de la maladie, les gens qui avaient un score plus faible, qui étaient moins envahis par la maladie, on va dire au sens large, étaient plus accessibles, avaient plus de facilité à accéder à l'emploi. Souvent aussi, quand ils avaient des scores moins importants de symptômes négatifs, de repli, d'inhibition, de manque d'envie, d'apragmatisme. Et il apparaissait aussi que les personnes qui avaient une conscience de leurs symptômes plus faibles, plus avancés, accédaient plus facilement à l'emploi. En ce qui concernait le trouble de l'usage de produits, il était par contre retrouvé dans cette étude que être actif était en général associé à l'absence d'un trouble à l'usage d'une substance et particulièrement en ce qui concernait le cannabis et l'alcool. En ce qui concernait par contre les revenus, ça c'était un élément important qui était souligné tout à l'heure, il apparaissait que les personnes qui percevaient l'AH avaient une probabilité plus faible d'être actifs. Et c'était une des craintes, et c'était retrouvé aussi dans la littérature internationale, parce que les personnes qui effectivement ont un revenu ont souvent des craintes et une difficulté à lâcher ce revenu par peur de perdre en fait cet avantage pour rentrer en emploi, d'où l'intérêt d'avoir cet accompagnement dans des modèles de soutien où on va leur expliquer quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, et de bien connaître ces mécanismes, parce que souvent en plus ils sont rétroactifs. Les choses quand on rentre en emploi, ce n'est pas immédiatement qu'on va avoir une diminution, par exemple, d'un revenu comme l'AH, ça va être plus tard, et donc du coup, il va falloir rattraper. Donc c'est vraiment un accompagnement qui pouvait éventuellement poser problème par rapport à ces aspects-là. Alors, quand on a dressé effectivement ces différences, et ce qui fait que ces modèles de soutien en emploi peuvent être une innovation en France, on peut se poser la question de comment la réussir. Maintenant qu'on sait que c'est une innovation, et pourquoi ça l'est, comment faire que ça marche. Et le premier élément, c'est qu'il faut qu'elle soit socialement adoptée. L'innovation, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit adoptée. Or, c'est un peu là que le bât blesse en France, puisque ça va passer par l'évidence des apports. Alors, comme on évoquait tout à l'heure, de nombreux éléments de la littérature nous confirment que ça marche, et pourquoi, on s'interroge toujours pourquoi c'est pas mis en France. Mais il faut aussi qu'il y ait la possibilité, pour qu'une innovation fonctionne, que ça s'articule avec ce qui est existant. Je pense qu'on n'est pas dans une innovation de rupture, on est plutôt dans quelque chose qui va être incrémental et qui va progressivement s'adapter avec le reste, parce que sinon ça va être compliqué, et qu'il va falloir lever, identifier les freins, qu'il va falloir avoir la possibilité de l'expérimenter, parce qu'en France, pour que ça fonctionne, il faut montrer que ça marche. Et puis ensuite, le dernier aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est les aspects financiers. Alors, comment réussir à l'adapter vis-à-vis des stratégies existantes ?
Alors historiquement, le travail n'est pas quelque chose de nouveau pour les malades souffrant de troubles psychiques. Comme on l'évoquait tout à l'heure, effectivement, depuis de nombreuses années, les gens qui étaient hospitalisés, même sur de long terme, travaillaient dans un atelier protégé de l'hôpital, etc., etc. Mais dans des pratiques qui étaient différentes. Et puis ces dernières années, on était plutôt dans des pratiques de préparation et d'accompagnement avec des modèles qui étaient les ESAT, hein, avec effectivement, c'était des gens qui étaient évoqués comme inaptes au milieu ordinaire, ce qui est quand même déjà une stigmatisation très forte, un travail qui nécessitait un encadrement et effectivement une ressource financière qui était due en partie aux fruits du travail. Alors ce modèle, en tant que soignant, pour nous, il était rassurant, hein, et probablement que pour certaines personnes, il était très rassurant aussi. Et en tant que médecin, je pense qu'il y a des personnes, moi pour les interroger, parce que j'en accompagne depuis un certain temps, qui en ESAT, effectivement, trouvent un certain épanouissement, sont parfois contents et effectivement se trouvent rassurés et protégés. Et c'est un modèle effectivement qui rassure probablement et qui correspond à un certain profil de personnes. Par contre, l'idée de la transition vers le milieu ordinaire, ça n'est pas l'objectif. Alors, certains des ESAT maintenant sont dans des modèles de transition, mais ce n'est pas une grande majorité, bien au contraire. Et effectivement, ce n'est pas l'objectif de ces structures de proposer une orientation vers le milieu ordinaire. Il y a ensuite tous les centres d'évaluation de formation par le travail, mais là, on se heurte à une autre difficulté qui va nous mettre qui va nous gêner par rapport à l'articulation vis-à-vis d'eux, c'est qu'en fait, d'abord, ces structures, on a très très peu de résultats concernant effectivement les résultats qu'ils peuvent produire. On a très peu de données. Et puis souvent, en fait, c'est une division entre l'intervenant, celui qui accompagne, celui ensuite qui est la personne qui va former dans un INFA, la personne qui va ensuite accompagner dans un CRP. Et on va dire ces différentes étapes et ces chaos dans les étapes vont faire que la relation qui va pouvoir aider et accompagner, elle va avoir des difficultés à se mettre en place parce qu'on aura toujours des intervenants différents et on va passer d'un dispositif à un autre qui ne va pas faciliter les choses. Donc, comment articuler les choses alors qu'on est dans des nouveaux enjeux, qu'on souhaite maintenant insérer les gens dans le monde ordinaire, mais dans le monde du travail ordinaire? Comment réussir cette articulation alors qu'on est, nous, maintenant, dans des modèles d'inclusion sociale, de réengagement, de réhabilitation, et qu'on est dans un nouveau contexte où le travail n'a plus la fonction, on va dire, qu'on avait avant, de ressources thérapeutiques, mais qu'on est vraiment dans l'idée d'une participation ordinaire, d'inclusion et de rétablissement. Alors, l'idée, ça va être d'abord de valoriser, peut-être pour faire que ce soit une innovation réussie, ça va être l'idée de valoriser l'articulation entre le sanitaire, le médico-social et le social. Pour faire travailler ensemble des gens, alors l'idée n'est pas qu'un fasse tout, mais au contraire, d'arriver à coordonner les choses et d'arriver à faire en sorte qu'on utilise un peu les ressources, peut-être de chacun, et qu'il y ait une cohérence dans un travail commun. Et avec un maintien et des objectifs pour chacun. L'idée, ça va être aussi de rencontrer, pour que ça s'articule, les partenaires des entreprises et du monde du travail. Alors là aussi, on va, en tant que soignant, peut-être sortir d'un rôle qui n'était pas forcément le nôtre au départ, avec l'idée d'un accompagnement et d'un soutien sans limite de temps, et puis des actions de sensibilisation autour des troubles psychiques. Alors, on va aussi pouvoir faire en sorte, pour que ça fonctionne, et articuler avec les stratégies existantes, utiliser des stratégies du sanitaire, parce qu'il existe quand même des données dans la littérature qui montrent que pour se maintenir dans l'emploi et pour conserver un emploi, même qu'il soit en milieu ordinaire ou à l'extérieur, en milieu éventuellement protégé, il faut avoir certaines compétences pour le maintenir et peut-être utiliser des techniques de type résolution de problèmes et avec des interactions avec les responsables, faire ce lien de manière permanente avec les différents intervenants pour, on va dire, déverrouiller les endroits où éventuellement ça va pouvoir coincer si on veut accompagner ces personnes dans cette innovation. On va pouvoir utiliser aussi des stratégies de remédiation cognitive parce que là aussi, il y a une certaine littérature assez abondante qui montre que le soutien en emploi, il fonctionne et il fonctionne encore mieux s'il est accompagné avec des stratégies de remédiation concernant la mémoire de travail, concernant l'attention, le traitement perceptif et particulièrement la planification, qui est le seul facteur prédictif qui ressort d'une meilleure adaptation au travail en milieu ordinaire. Par exemple, quelques chiffres qui ont été retrouvés en 2014, c'est que la remédiation cognitive et le soutien en emploi, c'est 57% de maintien, alors que s'il est seul, on est dans des taux qui sont un peu inférieurs. Donc du coup, cette articulation entre les différents partenaires, elle existe, enfin elle devrait exister et elle est même nécessaire. Et il faut évidemment un meilleur traitement psychiatrique et médical parce qu'il
Il y a des données de la littérature qui montrent, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, que ce n'est pas le fait d'avoir des symptômes qui va gêner l'accès à l'emploi. Par contre, une persistance de ces symptômes de manière trop aiguë peut gêner le maintien en emploi à long terme. Donc, du coup, l'idée d'avoir un accompagnement pluridisciplinaire, effectivement, là, ça ressort parce qu'il y a des données qui le montrent. Alors, l'exemple de l'articulation que nous, on a proposé à Clermont-Ferrand, c'était de proposer en fait une articulation justement et de partir du sanitaire, parce que cette réflexion de l'idée d'implémenter un programme de soutien à l'emploi et d'essayer d'être innovateur, c'est parti vraiment d'une constatation de la littérature, mais aussi d'une constatation de notre pratique clinique, où je me rendais compte effectivement que les modèles existants, ça n'était pas satisfaisant, qu'il fallait des longs délais d'attente, que les gens au final n'étaient pas forcément satisfaits de l'emploi qui leur était proposé en milieu protégé, et qu'il y avait de nombreux patients qui souhaitaient éventuellement autre chose. Donc nous, on est parti d'un bilan initial qu'on propose aux personnes, avec un bilan qui est clinique, biologique, cognitif, fonctionnel et social, qui est le bilan Centre Expert. Et cette réflexion, elle a émané du fait que, c'est ce qui ressort de la littérature, 70% des personnes qu'on évaluait, nous, on est à 150 personnes, demandaient un accès à l'emploi ou demandaient effectivement d'être accompagnés dans un emploi et avaient des difficultés pour l'être. Donc du coup, effectivement, en s'appuyant sur cette équipe pluridisciplinaire, nous on est à peu près l'équivalent de 5 équivalents temps plein, pas tout à fait, hein, pour vous donner un ordre d'idée. On a intégré un job coach qu'on vient de recruter, qui doit être là dans la salle, voilà, qui est là-haut, Madame Fiorito, et on a effectivement proposé de l'intégrer dans le cadre du suivi sur du mi-temps, sur les 3 années qui viennent. Et en fonction de chaque cas, alors qu'on est dans le soutien en emploi classique et on va essayer d'accompagner les personnes le plus rapidement possible, s'il y a besoin, proposer ces techniques de résolution de problèmes, de remédiation cognitive en fonction des situations. Et nous, on a travaillé avec l'ensemble des partenaires. Alors pour le coup, on a été démarchés avant d'obtenir ces financements et pour monter notre projet. On a été démarchés les secteurs en fait sanitaires. On a présenté notre projet. On a été démarchés toutes les structures de réinsertion, d'accompagnement, toutes les structures qui sont financées par la GFIP. On a été démarcher aussi les structures qui accompagnent les jeunes qui présentent un handicap dans le milieu universitaire, les missions locales, les Cap Emploi. Vous revenez juste à temps. Et tous les référents handicap des entreprises locales, alors par les grosses entreprises, effectivement par le MEDEF, mais aussi dans notre démarche ultérieure pour les moyennes et petites entreprises. Et puis on a présenté aussi notre travail et notre projet à l'UNAFAM et au GEM. Alors, on accueille donc les personnes, nous, pour un bilan Centre Expert, un screening, on les reçoit, on leur propose une évaluation avec un courrier, etc. Puis ensuite, on les revoit 1 an, 2 ans. Et donc, on a intégré ce dispositif, nous, avec un suivi par un job coach, à partir du moment où les personnes qui rentrent dans cette évaluation initiale souhaitent avoir un emploi. Et, en fonction des besoins, on peut proposer à tout moment du parcours ces techniques, pas dans l'idée de les entraîner, de leur faire perdre du temps, mais au contraire de renforcer l'efficacité de cette innovation. Alors, le deuxième aspect, pour effectivement, après l'articulation avec les différents partenaires qui pouvaient exister avec le sanitaire, le social, le médico-social, il fallait identifier et lever les freins qui pouvaient exister pour que cette innovation, elle puisse fonctionner. Alors, quand on interroge les gens avec effectivement une enquête Ipsos, on est toujours surpris de constater que 52% des personnes interrogées ne souhaitent pas vivre sur le même toit ou seraient gênées de vivre sous le même toit qu'une personne qui souffre d'une maladie mentale, et 35% effectivement des personnes ne souhaitent pas effectivement travailler dans la même équipe qu'une personne qui souffre de troubles psychiques. Donc, une fois qu'on a identifié ces freins dans la société au sens large, on peut s'interroger sur les freins qui existent même dans d'autres milieux. Et du coup, on a interrogé les référents handicap qu'on a été amené à rencontrer pour savoir sur quels freins on allait devoir travailler avec eux pour que le système puisse fonctionner. Alors, on s'est rendu compte d'abord qu'ils avaient une méconnaissance totale de ce que c'est que le trouble psychique, de ce que c'est que la schizophrénie. C'est-à-dire que la première question qu'on peut leur poser, quelle est l'idée qui vous vient, c'est immédiatement c'est dangerosité. C'est dangerosité, dédoublement de personnalité. Et donc du coup, on a été les former. Et on va les former régulièrement, donc dans différentes entreprises, à l'occasion de différentes rencontres avec les référents, sur ce que c'est que la pathologie psychique, comment ça marche, quels sont, on va dire, les signes qui peuvent effectivement être présentés, mais quels sont aussi les leviers de ces personnes, quelles sont leurs compétences pour essayer de travailler autour de cette stigmatisation. On a essayé aussi de leur proposer des aides appropriées, puisque on va dire, le frein principal qui ressortait de l'enquête, c'était
Moi, si j'embauche une personne qui souffre de handicap, qu'est-ce que je fais s'il y a un problème? À qui je m'adresse? Vers qui je me tourne? Parce que quand on a une personne qui souffre de dépression, ben, on est tout le temps coincé, on ne sait pas vers qui aller et on ne sait pas comment faire le lien. Donc du coup, effectivement, on leur a proposé d'avoir ce lien privilégié pour pouvoir les accompagner sans limite de temps à partir du moment où ils accompagnaient quelqu'un eux-mêmes dans l'emploi. Et ils nous ont aussi évoqué, et ça ressortait aussi dans la littérature, qu'une des difficultés rencontrées pour eux et un des freins, c'était la déshumanisation des lieux de travail et aussi la complexité des règles administratives pour embaucher une personne qui avait un handicap. D'où l'idée et d'où le travail qui reste encore pour que ce type d'innovation fonctionne dans certains lieux. Les autres freins, alors là c'était dans la littérature, mais on l'avait constaté aussi nous dans notre expérience, c'était des freins qui étaient chez les employeurs purs. Et il y a toute une littérature qui reprend que les employeurs, quand ils font un entretien, en fait, ils présentent eux-mêmes des biais cognitifs implicites et parfois beaucoup plus clairs vis-à-vis des personnes qui souffrent de handicap, et particulièrement d'un handicap psychique, où d'entrée, la personne n'a pas ouvert la bouche, mais d'entrée, il est mis de côté parce qu'il ne correspond pas au profil que eux se font, et ils sont toujours dans une inadéquation ou dans une adéquation impossible, on va dire, entre les caractéristiques supposées du poste qu'ils proposent et des compétences nécessaires de la personne. Et évidemment, ce grand écart fait que la personne est elle-même exclue, d'où l'intérêt de travailler avec eux sur ces représentations et sur comment lever ces freins. Et le fait que la socialisation ne va pas dépendre que du travailleur, elle va beaucoup dépendre aussi de l'employeur lui-même. Alors, il va falloir aussi, pour que ce type d'innovation fonctionne, identifier d'autres freins. Alors, je pense que nous-mêmes, en tant que soignants, nous avons nos propres freins et nos propres craintes, parfois, et des préjugés vis-à-vis des personnes. Alors, moi, quand je présente ce dispositif et cette innovation à certains de mes confrères, je vois des yeux qui s'écarquillent. C'est une réalité. Et il y a 3 ans, j'avais été amenée à présenter effectivement un projet de ce type-là en tant qu'innovation. Et j'avais quand même un de mes confrères dans la salle qui m'avait dit « mais c'est très bien votre idée, mais avant de proposer ce type de travail et du travail en milieu ordinaire pour les malades psychiatriques, il faudrait quand même d'abord commencer à penser à tous les autres qui n'ont pas de troubles psychiques. » Et les gens dans la salle l'avaient applaudi. Donc, pour vous dire, les freins, ils peuvent aussi venir des propres soignants et des préjugés et de la représentation du travail qu'on peut avoir vis-à-vis de ces patients. Et de l'idée aussi de sortir du champ de soignant, c'est pas tout faire, mais de l'idée aussi de sortir de notre petit confort et d'aller un peu, effectivement, proposer autre chose parce qu'on sait que ça marche ailleurs. Un autre frein aussi, il peut venir de la motivation même des usagers, puisque certaines personnes, effectivement, la motivation à travailler, elle n'est pas immuable dans le temps. Et on peut avoir une expérience, puis après, pas souhaiter que ça continue. Donc, du coup, il va falloir aussi travailler avec ça. Et les encouragements des partenaires et des proches sont excessivement importants. Le travail et le relais avec les familles va être excessivement important aussi là-dedans pour lever ces freins, puisque effectivement, dans les données de la littérature, il ressort que ce sont les personnes qui sont le mieux accompagnées, le mieux entourées, qui vivent en famille et qui vivent avec d'autres personnes, qui réussissent le mieux ce type de projet. Alors, l'autre volet ensuite, pour qu'une innovation fonctionne, il faut l'expérimenter. Or, en France, effectivement, on est très en retard dans l'expérimentation. J'ai mis les expérimentations par ordre chronologique. Elles ont commencé effectivement à Grenoble, qui est un des centres de réhabilitation depuis de nombreuses années. Marseille en 2013, Saint-Étienne l'a mis en place en 2013, Paris l'a mis en place en 2014 et on vient de le démarrer à Clermont-Ferrand. Mais rattaché au sanitaire, à ma connaissance, ce sont les expériences, donc elles sont quand même très clairsemées, de soutien en emploi qui sont proposées en France. Alors après, il y a d'autres dispositifs qui sont éventuellement de l'accompagnement, comme je l'évoquais tout à l'heure, dans des soutiens en emploi pour des aides de transition, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes modèles. Et puis effectivement, d'autres possibilités autour de l'Asperger. À Clermont-Ferrand, on a d'ailleurs une équipe qui travaille sur du job coaching pour les personnes qui souffrent aussi d'Asperger. Alors, le dernier volet pour réussir une innovation, c'est l'aspect financier. Parce qu'on a beau dire, n'empêche, qui finance là, la loi vient d'être promulguée, effectivement, il y a un élément qui va valoriser ça, mais jusqu'à maintenant, il y avait 0 financement pour ce type d'innovation. Donc, il est nécessaire qu'il y ait un cadre financier qui puisse encadrer effectivement ce type de pratique et ce type de technique. Et pour augmenter cette incitation financière, il est important qu'il y ait effectivement un suivi à long terme parce que cet aspect de
de maintien en emploi, souvent sur des emplois parfois on va, en mi-temps, est nécessaire parce qu'il y a des personnes qui ont effectivement la peur de perdre leurs aides et aussi des difficultés liées à leur maladie et à leur traitement pour maintenir du temps plein. Donc du coup, il faut vraiment qu'il y ait un cadre financier qui puisse être proposé pour que l'innovation fonctionne. Il faut aussi, pour que ça fonctionne, favoriser des lieux d'accompagnement, de formation et de la coordination entre les job coachs pour que ça puisse fonctionner, des rencontres interprogrammes, des contacts réguliers, des partages d'expériences, comme c'est le cas aujourd'hui, et ensuite de mesurer en France les résultats obtenus. Parce qu'on obtiendra effectivement encore plus d'aide et la mise en place de ce type d'innovation si on arrive aussi à montrer que ça fonctionne. Enfin, pour diffuser une innovation, et c'est le dernier aspect, il est important que même si toutes ces conditions que je viens d'évoquer avant vous, lever les freins, articuler avec ce qui existe, montrer que ça fonctionne et que ça fonctionne mieux que ce qui existe, soient mis en place, il va falloir qu'il y ait une diffusion. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, jusqu'à maintenant, c'est très clairsemé en France. Donc, comment diffuser, comment faire en sorte que les gens soient plus au courant. C'est aussi une question de rapidité, parce qu'une habituation rapide des professionnels et des usagers va faire que l'innovation va être adoptée. Donc, pour que ça fonctionne, il faut que ce soit rapidement mis en place, il faut que rapidement les gens y croient et que ça puisse effectivement se développer. Et ensuite, il faut qu'il y ait une diffusion. C'est vraiment une diffusion comme une épidémie, c'est-à-dire montrer que ça marche et que de plus en plus d'équipes s'en emparent pour montrer encore plus et pour donner une force à ce type de projet. Et dans ce contexte, il y a un rôle important des médias, du marketing, des réseaux collectifs et des communications scientifiques pour montrer qu'en France, on est capable aussi de mettre ce type d'innovation en marche. Donc pour conclure, innover, j'ai essayé effectivement de reprendre ce que ça voulait dire. En réhabilitation, l'innovation elle a sa place, mais pour l'entreprendre, effectivement, il faut accumuler des connaissances, il faut déployer de la créativité, expérimenter, il faut parfois se tromper, il faut hésiter, recommencer, et à un moment, ça va marcher. Je vous remercie. Alors, en vous écoutant, je me disais que ce qui est au cœur là, des deux dernières interventions pourrait être aussi un outil intéressant dans la levée des freins que vous signalez. Parce que si le fait de placer les gens et de les former secondairement, ça marche mieux que le fait de les former indéfiniment pour un jour espérer les placer, si c'est ça qui marche, alors, et si on se dit mais on ne peut pas le faire parce qu'il y a des représentations de la société, des représentations de l'employeur et des représentations de la personne elle-même, c'est évoqué sur l'autostigmatisation, on se dit ça ne va jamais marcher parce que je peux vous assurer que la revue de la littérature sur la lutte contre la stigmatisation montre que le changement de représentation, c'est très compliqué et ça ne marche pas. Sauf que le type de campagne, d'action pour changer les représentations, c'est les campagnes de contact. Et alors, on se dit que finalement, si on met les gens en situation de travailler, si on les met au contact des autres, alors peut-être on peut envisager de changer le regard qu'ils portent sur les personnes. Et à ce moment-là, alors on prend le problème à l'inverse. C'est-à-dire, on ne dit pas il faut changer les représentations pour travailler, mais on dit on va les mettre au travail, ça va changer les représentations. Est-ce qu'il y a des questions dans la... Une question un peu théorique, parce que je connais un peu la réponse. Est-ce qu'il vaut mieux que l'employeur soit au courant de la pathologie ou pas? Alors, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Nous, on est parti du principe que on allait travailler ça avec les personnes, voilà, en fonction de leur choix à elles, mais que ça allait pas être la priorité. Bien au contraire, on allait essayer de mettre en avant les compétences, la motivation, l'intérêt des gens pour le travail, mais qu'on n'allait pas arriver en disant telle personne souffre de tel trouble. Alors nous, c'est un peu biaisé parce qu'on est rattaché à du sanitaire, forcément. Et effectivement, quand on a été rencontrer les employeurs, on ne pouvait pas non plus mentir sur qui on était. Mais après, on est toujours parti du principe qu'on respectait le choix de l'usager et de la personne qui souhaite travailler. Merci beaucoup parce que vous m'avez beaucoup rassurée. Je suis cadre de santé sur un hôpital de jour qui est rattaché au C3R de Grenoble et on est en train de mettre en place beaucoup de nouvelles choses pour être dans la réhabilitation. C'est très compliqué. Vous avez parlé des patients, enfin un petit peu, des équipes aussi. Je crois que l'équipe que j'encadre a beaucoup de mal aussi à voir sur du plus long terme, les bienfaits de ce qu'on peut mettre en place. Vous m'avez rassurée parce que vous parlez d'innovation et je pense que c'est un bon terme pour pouvoir présenter ça aussi aux équipes.
C'est-à-dire qu'on est dans un essai. Il faut se donner aussi sa chance. On donne sa chance au projet. On expérimente aussi certaines choses. Moi, je le présente aussi comme ça à mon équipe, mais j'avais du mal à me rendre compte que j'étais pas la seule. Voilà. Donc, je voulais vous remercier. Ah, mais tant mieux. Ça marche. Oui. Est-ce que vous faites des interventions dans les écoles de commerce et dans les formations en RH? Parce que, j'ai lu quelque part, c'est une étude de loi qui est une société de consultants internationaux, 70% des cadres RH ont intégré la fonction sans qualification. Mais pour les 30% restants, ça vaudrait peut-être le coup de les former aussi sur le regard qui doit changer, non? Alors, nous, on a pris le parti, parce qu'on avait ces liens-là, de rencontrer d'abord les référents handicap des entreprises, parce que c'était un interlocuteur privilégié qu'on espérait au départ un peu coopter dans l'idée ensuite de développer le réseau pour effectivement arriver ensuite à avoir un réseau d'entreprises et placer les personnes en fonction de leur choix. Mais c'est une autre étape qui effectivement est nécessaire, là aussi avec un travail autour de l'information, et puis effectivement de leur montrer qu'une personne en place peut apporter quelque chose à l'entreprise et peut trouver sa place, etc. etc. Ce n'est pas une étape que nous on a eue pour l'instant, mais nous on est dans le début de l'expérimentation, puisqu'en fait on a obtenu un financement l'an dernier, en novembre 2015, et que la personne qu'on a recrutée, donc Nathalie Fiorito, commence là l'expérimentation depuis le début du mois de juillet de cette année. Donc, c'est pour ça qu'on est au départ avec des objectifs qui sont modestes, puisqu'on est parti sur, nous, un accompagnement en temps plein. Un job coach, il accompagne en gros, selon les études canadiennes, mais peut-être qu'à Marseille, c'est un peu différent, une vingtaine de patients. Et nous, on est parti sur une 10-12 patients, on va dire déjà sur du mi-temps, sur 3 ans par an. Donc, vous voyez, on commence. Mais pour répondre à votre question, peut-être ce sera un travail à faire. On n'a pas pris cet angle d'attaque pour des raisons d'organisation et structurelles, parce qu'on avait des contacts, on va dire, on s'est servi des contacts qu'on avait déjà pour commencer à rentrer et à mettre le pied dans la porte. Alors, pour moi, ce ne sera pas une question, ce sera plutôt une information, et justement pour lever les freins, notamment au niveau des professionnels et notamment des soignants. Pour changer le regard, il existe des formations, et notamment la formation sur le rétablissement. Et au sein de ma structure, on a créé un organisme de formation qui s'appelle Odyssée, qui propose cette formation sur le rétablissement. Alors pour les personnes que ça intéresse, on a laissé des flyers à l'entrée de la salle. Pour moi-même, pour avoir expérimenté, parce qu'on parle depuis ce matin d'expérimenter, d'expérience, j'ai suivi cette formation la semaine dernière, et franchement, c'était super, parce que ça m'a permis de bouger mes lignes, et franchement ça fait beaucoup de bien, donc j'encourage tout le monde à suivre cette formation sur le rétablissement. Très bien. Merci. Oui. Donc la première question, c'est est-ce qu'il y a des profils types au niveau du travail, par exemple la restauration, les vendanges, est-ce qu'il y a vraiment, parce que les ESAT en général c'est jardinage. Non mais alors voilà. Alors, quand ça plaît pas à votre enfant, ça ça marche pas. Donc, est-ce qu'il y a des... Alors, non, parce que l'idée, c'est vraiment de partir du choix de la personne. L'idée de partir du choix de la personne. Oui. Donc, forcément, ils vont avoir des choix, autant de choix qu'autant de personnes qu'on va accompagner. Voilà. Donc, après, forcément, il y a peut-être on va dire des objectifs qui seront compliqués à atteindre, mais ça va être éventuellement justement aussi après de les confronter à ces difficultés-là. Ouais. Mais nous, on n'est pas du tout parti. Alors là, pour le coup, dans les entreprises qu'on a rencontrées, dans les entreprises que Nathalie continue à rencontrer, c'est toutes les entreprises de la région, on balaye très très large pour avoir le maximum de possibilités. Et ensuite, puisque là on démarre, l'idée de la personne, c'est de nous dire je veux travailler dans tel domaine, on va essayer de l'accompagner dans tel domaine. Mais nous, on n'a pas de domaine privilégié, on n'a pas d'idée fixe ou d'idée préconçue sur dans quoi on va les placer. Pas du tout. Ça dépend que d'eux. Ok. Alors, après 2 expériences rapidement, donc j'ai une amie qui a recruté un jeune schizophrène, donc comme réceptionniste dans un hôtel, réceptionniste de nuit, et la médecine du travail a dit surtout pas. C'est quand même, voilà, et elle l'a pris quand même, elle l'a recruté quand même, et ça se passait très bien. Par contre, dans l'emploi où il est à l'heure actuelle, ce jeune garçon, il travaille en restauration maintenant, et surtout, il n'a pas dit le nom de sa maladie parce qu'il savait qu'on ne le prendrait pas.
Voilà. Et il se gère, enfin voilà, il est autonome, il est père de famille, etc. Ça se passe très bien. Et une autre expérience, c'est une référente handicap dans une très grosse société où il y a sur le plan mondial 180 000 personnes, donc c'est déjà la grosse boîte. La référente handicap, elle a un frère qui est schizophrène et elle fait un blocage complet pour recruter des handicapés, mais complet. Voilà. Bon. Il y a encore du chemin. Ça recoupe un peu la question de Madame. Je voulais savoir s'il y avait un niveau de qualification moyen et si parfois les salaires étaient baissés quand l'employeur savait qu'il employait un... Alors, la loi fait qu'il n'a pas le droit, hein. Voire au contraire, il a des aides, hein. Je tiens à le préciser. Mais voilà, nous, dans notre expérience, on n'en est pas encore tout à fait là, hein. Mais après, voilà, les personnes, c'est en fonction de ce qu'elles souhaitent. Les études montrent que, par contre, pour être en milieu, pour travailler, en général, plus on a un niveau antérieur au début de la maladie d'études, plus on a un accès facile. Ça ressort des études. Ça, quand même, il y a des données dans la littérature. Après, les freins de l'employeur, il y a un cadre législatif, normalement, auquel il doit se plier, auquel il devrait se plier. Voilà. Donc, ça répond partiellement. Peut-être que l'équipe de Marseille pourrait vous expliquer, enfin, par rapport à leur expérience où ils sont beaucoup plus avancés que nous, peut-être pourrait répondre de façon plus complète. J'ai cru comprendre que les centres experts étaient plusieurs. Est-ce que cette initiative existe au sein d'autres centres experts? Et sinon, quelles sont les prochaines étapes de diffusion de l'initiative? Merci. Alors en fait, il se trouve que le centre expert de Grenoble, qui est effectivement dans le réseau en fait, et qui travaille déjà sur la réhabilitation depuis de nombreuses années, a ce type de mise en place d'un programme de soutien à l'emploi depuis maintenant plus de 5 ans. Voilà. Donc nous, on en avait beaucoup discuté avec eux avant de le mettre en place. C'est une expérience qu'on fait à Clermont-Ferrand dans le cadre de ce réseau. On a bien sûr dans l'idée après de pouvoir éventuellement développer les choses. Hein. C'en est pour l'instant à l'état d'expérimentation à Clermont-Ferrand, en sachant qu'on n'est pas les seuls. Voilà. Donc, déjà, on est 2. Là, on est 11 dans les centres experts schizophrénie. Donc, du coup, on espère bien. Alors, le représentant des centres experts est là, donc je me tourne vers lui. Mais voilà, en tout cas, l'idée, évidemment, elle est sous-jacente de pouvoir aussi développer les choses par ce biais-là. Après, restera aussi l'aspect du financement, bien évidemment. Je voulais vous remercier parce que j'ai trouvé ça très passionnant. Et en revanche, finalement, vous parlez d'une révolution culturelle, enfin, disons une révolution, innovation. Vous avez employé innovation, mais pour moi, c'est une révolution. Cela dit, ça reste cantonné, si vous voulez. Évidemment, on ne parle que d'où l'on parle, donc ça reste cantonné à un univers médical, en fait, Il y a quelques expériences qui ne sont pas forcément encore rattachées. Hein. C'est pour ça que je les ai mis aussi sur la carte, parce qu'il y a des expérimentations qui ne sont pas rattachées au sanitaire. Tout à fait. Mais je pense qu'en effet, on pourrait imaginer, donc là, je ne sais pas trop, mais en effet, dans le monde de l'entreprise, il serait intéressant d'essayer de trouver des possibilités de financement, carrément de monter des entreprises avec des malades atteints de troubles psychiques qui pourraient monter leurs propres entreprises. Vous voyez, c'est-à-dire du coup essayer de travailler sur l'autre bout de la chaîne de façon à valider complètement quoi. Voilà. Peut-être que ça évoluera. Hein. Il faut. Et puis ça répondra à la question à laquelle j'ai mal répondu tout à l'heure. Ce qui est bien, c'est que Pierre-Michel Lorca, c'est mon ami depuis qu'on a 10 ans. Donc lui, il n'est pas du tout comme moi, mais on fait la même chose et pas la même façon. Voilà. Quand je vous ai répondu tout à l'heure en disant qu'il ne faut pas travailler avec Cap Emploi, je parlais de moi. D'institutionnel et institutionnel. Il est évident qu'au niveau des gens qui travaillent, il faut parler avec tout le monde. Bon, ça, c'est très important. Mais ce qui fait bien Pierre-Michel Lorca avec ce que moi je ne fais pas, lui, c'est un vrai homme politique. Il est sérieux. Et c'est vrai, hein, il est sérieux, votre patron. Et globalement, là où il fait un truc qui est bien, c'est qu'à la fois, il mêle les centres experts, c'est-à-dire on peut pas... il y a quand même un truc dans la psychiatrie qui serait qu'on ne doit pas aller dans un centre expert, c'est un truc de vendu de l'industrie, que la maladie mentale, c'est pas des histoires, il n'y a pas d'histoire médicale et tout ça. Bon. Et les centres experts, c'est un truc vachement bien parce que quand vous avez le cancer, vous allez au centre expert du cancer, on vous donne un diagnostic, c'est la vie et tout ça.
Et donc, on n'y peut rien. C'est dans les livres des maladies. On va pas passer sa vie à faire des discussions. Est-ce que ça devrait y être? Est-ce que ça devrait pas y être? Est-ce qu'on va brûler le DSM? Est-ce qu'on va pas brûler le DSM? Est-ce qu'on va s'asseoir autour d'une table à fumer le calumet de la paix? La réalité, elle est comme ça. Bon. Donc, si on veut faire de la réhabilitation du rétablissement, il faut faire avec la réalité. Voilà, on va pas. C'est comme l'histoire de. On va faire de la déstigmatisation. À chaque fois qu'on a fait des campagnes de déstigmatisation dans tous les pays du monde, non seulement ça n'a pas fonctionné, mais ça a augmenté la stigmatisation. Donc ça va, vous l'avez lu 3 fois, on va pas mettre de l'argent pour envoyer des débiles à la télé en disant je souffre de schizophrénie, aimez-moi. Si vous faites ça, ça marche encore moins. Donc vous voyez, bon voilà. Donc il y a ce qui est de l'ordre de l'organisation et ce qui est de l'ordre du travail de terrain. Moi je vous ai répondu au niveau de l'organisation. Ce qui fait très bien Père Michel Lorca, c'est pas parce que c'est mon ami qui je dis ça, c'est que lui il est capable de mêler et de faire comprendre aux gens que l'évaluation c'est très important, que la rigueur scientifique, c'est très important, que c'est pas de la connerie, quoi. Je veux dire, voilà, les mecs qui font de la recherche, c'est pas tous des imbéciles, hein, voilà, et que les gens, ils ont besoin aussi d'aller, voilà, quand vous allez dans un endroit où c'est célèbre, c'est pas la même chose que quand vous allez dans une cave. Voilà. Et qu'après, il faut articuler ces choses-là. Donc, on peut faire des actions au niveau collectif, comme le fait, aller parler à des employés d'une façon générale, sur vous avez intérêt, et puis on peut faire des actions ponctuelles autour des patients, et que les deux ne sont pas incompatibles. Et que le vrai problème, c'est qu'on est tout le temps en train de se disputer entre les actions individuelles, vous voyez ce que je veux dire, et les actions collectives, et chacun passant son temps à dire que l'une est mieux que l'autre et qu'on ne peut pas s'entendre. Et je crois qu'on ne pourra pas s'en sortir tant qu'on ne fera pas ça. Mais le centre expert, ça reste un truc incroyable dans notre métier. Enfin, je suis désolé, moi je ne suis pas en train de militer pour ça, mais si je milite pour ça, moi si je souffrais d'un cancer, j'irais au centre anticancéreux pour qu'on me fasse un bilan général et qu'on me dise ce qu'il faut faire. Après, j'en ferai ce que je veux. Quand vous souffrez de maladie mentale, eh ben, vous n'avez même pas accès à ça. Alors, soit c'est pas des maladies mentales, on supprime tous les centres qui s'occupent de la maladie mentale, on supprime les services de psychiatrie, soit on commence comme ça. C'est sérieux. Voilà. Et alors, ce que vous faites bien, ce qui est difficile à faire dans tous les centres experts, parce qu'il y a des débats idéologiques, hein, c'est compliqué, hein, c'est effectivement l'évaluation. Qu'est-ce que ça veut dire l'évaluation? C'est quoi les besoins des gens? Et qu'est-ce qu'on propose ensuite aux gens une fois qu'ils sont dans un centre expert? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais il faut absolument qu'il y ait un peu du sérieux, quoi. Il faut un peu avancer quand même. Je veux dire, on ne va pas discuter jusqu'à la nuit des temps.